Donc, comme elle disait, je m'appelle Maxime, étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke au département de physique. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de l'information qui peut être quantique. Donc, si vous avez pu lire entre les lignes, je vais surtout vous parler d'information quantique, qui est un sujet de recherche qui se développe de plus en plus à l'Université de Sherbrooke, au sein de l'Institut quantique, mais aussi à l'international. Il y a des compagnies qui se lancent là-dedans, des très grosses compagnies comme Google, IBM, Microsoft, mais aussi des petites startups qui commencent à utiliser le domaine. Et plusieurs universités aussi qui s'intéressent à cette nouvelle technologie-là. Et en fait, ce que je vais faire plutôt, c'est vous parler de l'information. Puis un peu de quantique vers la fin de ma présentation, mais surtout de l'information, qui est un sujet qui est un peu moins connu. Si on sait que le neurone, c'est la constituante de base du cerveau, que les atomes et les électrons sont les constituants de base de la matière, c'est un peu moins connu, c'est quoi la constituante de base de l'information. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui et voir comment on peut prendre ce concept-là puis l'amener au monde quantique pour en faire des nouvelles technologies. Donc, comme je vous disais, la première question qu'on va essayer de répondre, c'est qu'est-ce que l'information? Pour répondre à cette question-là, je vais répondre à une question un peu plus simple, c'est comment obtenir de l'information. Donc, de façon, dans la vie de tous les jours, on peut écouter la radio, lire un journal, des façons d'obtenir de l'information. On peut analyser des données dans un laboratoire sur notre ordinateur pour voir des liens entre des séries de données, ou simplement dans une conversation ou lors d'une présentation. Bon, tous des moyens que vous devrez être assez familiers d'obtenir de l'information. Et qu'est-ce qui est essentiel pour obtenir de l'information? En fait, c'est de se poser une question. Donc, si on ne pose pas de question, on n'a pas de gain d'information. Par exemple, quand j'ouvre mon journal, je pourrais me poser la question quelles sont les actualités du jour? Ou je peux demander à mon ami comment ça va. Donc, des questions pour obtenir de l'information. Et on pourrait se demander, est-ce qu'il est suffisant de poser une question pour obtenir de l'information? Donc, est-ce que c'est la seule chose nécessaire? En fait, la réponse, c'est non. Et pour vous illustrer un peu pourquoi c'est pas suffisant de poser une question, je vais imaginer une petite expérience. Imaginez que j'ai une boîte, et dans cette boîte-là, je mets des balles vertes. Seulement des balles vertes et uniquement des balles vertes. Et je donne la boîte à n'importe qui pige une balle, qui est évidemment une balle verte, parce que c'est seulement ça qu'il y a dans la boîte, et je lui pose, quelle est la couleur de la balle? Bien sûr, la personne va me répondre, la balle était verte, donc j'ai rien appris comme information, puisque je savais déjà que c'était certain que la balle allait être verte. Donc, ça prend plusieurs choix de réponse ou un peu d'incertitude pour avoir de l'information. Donc, même exemple, si j'avais des balles de deux couleurs et je tirais une balle orange, alors quand on pose quelle est la couleur de la balle, bien maintenant, quand j'apprends que la balle est orange, j'ai obtenu de l'information que je ne savais pas avant de poser la question, contrairement au cas précédent où c'était certain de la réponse, donc pas d'information. Donc, pour obtenir de l'information, la réponse doit être incertaine. Il doit y avoir une incertitude dans notre questionnement. Et aussi, le gain d'information, ça peut être incomplet. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, imaginons que maintenant, je mets 4 couleurs de balles, des mauves, des bleus, des oranges et des vertes. Et je pige toujours une balle orange, et vous me posez la question, est-ce que la balle est bleue? Je vais vous répondre que non, mais on n'a pas appris toute l'information sur le système. Vous ne savez pas plus la couleur de la balle, vous savez seulement qu'elle n'est pas bleue. Donc, elle est soit verte, soit orange, soit mauve. Donc, vous avez appris un peu d'information, de l'information partielle, et non totale sur le système. Donc, si je retourne à ma question, qu'est-ce que l'information? Bien, on peut relier ça à l'incertitude, dire que l'information, c'est la réduction de l'incertitude après avoir obtenu la réponse à une question. Puis ça, c'est vraiment la définition formelle qu'on utilise lorsqu'on fait les mathématiques. L'information, pour nous, c'est comment on réduit l'incertitude quand on apprend la réponse à une question. Donc, la question logique ensuite, c'est comment mesurer l'incertitude. C'est la question naturelle si on veut continuer de mesurer l'information. Donc, première question qu'on pourrait se poser, c'est quoi la quantité minimale d'incertitude qu'on peut avoir? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a qu'un seul choix de réponse, ou 0, il n'y a aucune incertitude. On est certain de piger une balle verte s'il n'y a que des balles vertes dans ma boîte. Puis ensuite, ça devrait être assez intuitif que plus il y a de choix de réponse, plus il y a d'incertitude. Si j'ai seulement 2 couleurs, j'ai 2 choix. Plus j'ai de couleurs, moins je suis certain de la réponse. Donc, l'incertitude minimale, la conclusion de ça serait une question avec 2 choix de réponse, qui serait la question la plus simple que je peux poser. C'est une question avec 2 choix de réponse. Je ne peux pas avoir moins d'incertitude que ça. Je ne peux pas avoir 1,5 choix de réponse. Donc, c'est la question la plus simple.
Et donc, on va définir quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est fait aussi lorsqu'on travaille. On va définir le bit. Un bit, c'est la quantité minimale d'informations. Et à quoi ça correspond, un bit? Ça correspond à la quantité d'incertitude lorsqu'il y a deux choix de réponse à une question. Fait que lorsqu'on parle d'un bit informatique, le bit que vous avez peut-être déjà entendu relié aux ordinateurs, c'est vraiment, ça représente l'information que vous obtenez si vous posez une question qui se répond par oui ou non, ou vrai ou faux, ou deux couleurs. Bref, n'importe quelle question que deux choix de réponse, c'est représenté par un bit. Donc, c'est exactement ce qu'est-ce qu'un bit. Donc, on pourrait se demander combien de bits représente une question avec plus de deux choix de réponse. Donc, si j'ai 3, 4, 5, combien de bits ça représente? Donc, on peut retourner à notre exemple de la boîte avec les 4 couleurs et se demander combien de questions à deux choix de réponse sont nécessaires pour trouver la couleur de la boîte, si on se limite à des questions avec deux choix. Bien, je pourrais vous demander, est-ce que la balle est bleue? On me dirait non. Est-ce que la balle est verte? On me dirait encore une fois non. Est-ce que la balle est mauve? On me répondrait encore une fois non. Donc, si elle est ni verte, ni bleue, ni orange, ni verte, ni mauve, ni bleue, je sais qu'elle est orange. Bref, en posant 3 questions, j'ai pu déterminer la couleur de ma balle. Donc, on pourrait dire qu'elle est orange. Donc, avec 3 questions, on peut trouver la couleur. Est-ce qu'on peut faire mieux? En fait, la réponse, c'est oui. La première question que je pourrais poser, c'est que je pourrais dire, est-ce que la balle est soit bleue, soit verte? Et là, on va me répondre non, elle n'est ni bleue ni verte. Donc, j'ai éliminé la moitié des balles avec une seule question. Je pourrais poser ensuite la deuxième question. Est-ce que la balle est mauve? Vous allez me répondre encore une fois non. Donc, j'ai éliminé les 3 couleurs de balles. Il ne me reste que la balle orange. Et j'ai pu, avec seulement 2 questions, 4 couleurs, trouver la couleur de ma balle. Et enfin, on ne peut pas faire mieux que 2 questions. Donc, nous pouvons trouver la couleur avec 2 questions en divisant par 2 à chaque fois la taille, le nombre de réponses possibles. Nous ne pouvons pas faire mieux, comme je vous disais. Essayez de le faire avec une seule question qui se répond seulement par oui ou par non, à moins que vous êtes chanceux et vous trouvez la bonne réponse du premier coup. Si vous refaites l'expérience plusieurs fois, la meilleure façon que vous pouvez faire, c'est 2 questions en moyenne. Donc, nous obtenons 2 bits d'information lorsque nous apprenons la couleur de la balle. Fait que c'est vraiment de même qu'on va définir l'information pour les questions qui ont plus qu'un choix. C'est comment on peut les diviser optimalement en une séquence de questions avec 2 choix de réponse. Donc, si on reprend la question, comment mesurer l'incertitude? C'est le nombre de questions à 2 choix de réponse à poser pour être certain du résultat et nous mesurons cette quantité en bits. Donc, c'est ce qu'on a dit à l'instant. Donc, pour résumer un peu le début de la présentation, l'information, c'est équivalent à l'incertitude, donc à quel point la réponse est incertaine avant de poser la question. Et on va mesurer cette quantité-là en bits, qui est équivalent à une question à 2 choix de réponse. La prochaine question qu'on pourrait se poser naturellement, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut décomposer toutes les questions comme une série de questions à 2 choix de réponse? Fait que là, on pourrait s'imaginer, si je vous demande c'est quoi l'actualité aujourd'hui, est-ce que je peux décomposer ça comme une série de questions à 2 choix de réponse? Bien, la réponse c'est oui, avec certaines contraintes. Mon argument, ça va être de dire c'est comme ça que les ordinateurs fonctionnent et les ordinateurs peuvent répondre à, du moins dans la vie de tous les jours, à un nombre très impressionnant de questions qu'on peut se poser. Je peux aller sur Internet, apprendre de l'information, je peux jouer à un jeu vidéo, je peux voir des couleurs, plein d'affaires que je peux faire avec un ordinateur, des calculs scientifiques, mesurer le connectome dans le cerveau. Bref, plusieurs questions à lesquelles je peux répondre. Et comme je vous disais, un ordinateur, en fait, c'est quoi? C'est une série de bits où je vais dire que la valeur 0, c'est associé à la réponse non, par exemple, et la valeur 1, je vais l'associer à la réponse oui. Comme vous avez déjà vu ça, le code binaire, c'est une séquence de 0 et de 1. Bref, vous pouvez voir ça comme une séquence de réponses négatives et positives à des questions. Et donc, comme je vous disais, on pourrait utiliser notre ordinateur pour décomposer les questions, mais il y a une seule contrainte, comme on a pu voir, comme on a vu dans la présentation précédente, si nous avons assez de temps. Donc, comme on a vu, il a pris son ver de terre, ça y a pris quelques jours ou des heures, je ne me souviens plus du temps qu'il dit, mais 12 ans pour 300 neurones. Et si on imaginait de poser la même question avec 86 milliards de neurones, vous pouvez imaginer que la réponse, on pourrait l'obtenir si on faisait du calcul pendant peut-être 86 milliards d'années ou je ne sais pas combien de temps ça nous prendrait.
Donc, pour vous donner un exemple du fonctionnement un peu à l'interne d'un ordinateur, je vais vous expliquer comment on peut obtenir un nombre comme une séquence de questions à 2 choix de réponse. Si je vous dis par exemple de choisir un nombre au hasard entre 0 et 15, et vous prenez 11 pour bien faire la démonstration, je pourrais mettre tous mes nombres entre 0 et 15, de 0 à 15, et la première question que je pourrais vous poser pour trouver votre nombre, c'est de dire est-ce que c'est pair a été une bonne question aussi, qui aurait divisé mon ensemble par 2, mais moi je vais simplement dire est-ce qu'il est 8 ou plus. Donc comme ça, je vais diviser ma liste de nombres en 2. La réponse est-ce au moins 8? La réponse c'est oui, puisque 11 est plus grand que 8. Donc je vais mettre un 1. Ensuite, je vais enlever la moitié des nombres que je sais que c'est plus eux. Je vais recommencer le même exercice. Je vais rediviser en 2. Je vais vous demander est-ce au moins 12? Vous allez me dire non, parce que c'est 11. Et je vais mettre un 0, parce que la réponse c'était non. Et je vais recommencer, je vais enlever les nombres qui ne sont plus accessibles et recommencer. Je vais vous dire est-ce au moins 10? Vous allez me dire oui, je vais mettre un 1. Je vais enlever les nombres avant. Et finalement, il me reste seulement 2 nombres. Je vais vous demander est-ce que c'est 11? Et vous allez me dire oui. Et là, je vais mettre 1, 0, 1, 1. Puis pour ceux qui s'intéressent, comment on compte normalement en base 10, avec 10 symboles de 0 à 9, c'est comme si on posait des questions avec 10 choix de réponse au lieu de 2. Et chacun des chiffres était une de mes réponses à ces questions qui ont 10 choix de réponse. Un nombre binaire, c'est seulement que 2 choix de réponse par question. Et on peut représenter tous les nombres de cette façon-ci sur un ordinateur. Puis là, vous pouvez imaginer que maintenant qu'on a accès aux nombres, on a accès à beaucoup de réponses qu'on peut obtenir avec notre ordinateur qui demande d'avoir une valeur numérique à la fin. On peut utiliser des nombres pour représenter la couleur. Fait qu'on peut associer à chaque nombre la couleur d'un pixel. On peut associer des signaux sonores à nos nombres. On peut faire on peut tout faire avec cette représentation-là des nombres. Et en moyenne, si un nombre s'écrit avec 2 chiffres en base 10, il va s'écrire à peu près avec au plus 6 chiffres en base 2. Donc à peu près un facteur 3 tout au plus sur la longueur le nombre de questions que vous avez besoin de poser ou la longueur du nombre. Bref, c'est une façon de représenter le genre de questions que l'ordinateur peut se poser. Un ordinateur, bref, comment on peut voir ça? En fait, on peut voir ça comme une boîte qui pose une séquence de questions que je vais initialiser avec des réponses que je vais lui donner. Puis ça peut être la valeur d'entrée de mon programme. Fait que là, ça pourrait être un nombre que je lui donne en entrée, où je veux dire, je peux additionner les 2 premiers bits, c'est un nombre, celui-là, c'est un autre nombre, puis ça veut dire 1 pour faire l'addition. Bref, je peux donner une signification à mes nombres, et le rôle de la personne qui programme, c'est d'aller mettre les bonnes questions au milieu, les bonnes opérations logiques, pour s'assurer d'avoir la bonne réponse à la fin, qui serait ici 0 ou 1, selon la question que je vais poser. Puis vraiment, la programmation, c'est de travailler avec cette boîte-là. Et comme je vous disais, cette boîte-là, en fait, on peut la décomposer comme une séquence de plus petites questions. Et on peut voir qu'à chacune des questions, il n'y a qu'une ligne qui sort, et une ligne peut prendre la valeur 0, 1, donc toujours 2 choix de réponse. Bien sûr, quand on programme, on utilise des abstractions par-dessus ça. Il y a des techniques pour ne pas avoir besoin de manipuler des 0 et des 1. Mais au final, tout se traduit en séquence de questions binaires. Et qu'est-ce que je veux? En fait, un programme informatique, si on le met au plus simple, ça va être une série de questions avec 4 entrées et 2 réponses. Qu'est-ce que je veux dire par 4 entrées? La question que je pourrais me demander, c'est si j'ai 2 valeurs, est-ce qu'ils sont différentes? Donc, 0, 0, c'est pas différent, donc je mets un 0. 0, 1, c'est différent, donc la réponse serait 1. 1, 0, la réponse est différente, donc la réponse c'est 1. Et 1, 1, c'est 2 entrées similaires, donc ne sont pas différentes, donc la réponse c'est 0. Et ça, c'est le genre de petites questions, d'opérations logiques qu'on appelle, qu'un ordinateur peut faire. Donc, juste pour répéter, si la question que je pose est est-ce que les entrées sont différentes? Donc, dans les 2 cas ici, les entrées sont différentes, 0, 1 et 1, 0. Donc, la réponse c'est oui. Et 0, 0, 1, 1, c'est la même entrée. Donc, elles ne sont pas différentes. Et pour vrai, ça, c'est une vraie porte logique qu'on utilise dans les circuits, une porte élémentaire. Puis, avec 2 autres petites opérations, on peut faire tous les calculs que notre ordinateur fait. Pour vrai, c'est juste une combinaison de petites opérations comme ça à 2 entrées et une sortie. Ou 4 entrées, 0, 0, 1. Les 4 entrées et 2 réponses.
Et qu'est-ce qui est particulier qu'un ordinateur, c'est que ça peut poser 10 000 milliards de questions par seconde. Okay? C'est pour ça qu'un ordinateur, c'est puissant. Je mets au défi à n'importe qui dans la pièce de se poser 10 000 milliards de questions seconde. Je crois que c'est impossible. Et ça, on parle d'un ordinateur que moi, j'utilise. Ce nombre-là, je l'ai pris à peu près sur l'ordinateur que j'utilise dans la vie de tous les jours. Là. Donc, on n'est pas dans les super ordinateurs, dans les serveurs de calcul, dans l'info nuagique. Rien de ça. On parle d'un ordinateur, d'un MacBook ou d'un ordinateur comme celui-ci, standard. Ce qui est quand même un très, très grand nombre. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est une machine programmable, donc le programmeur peut aller choisir les questions à poser, qui répond à des questions avec 2 choix de réponse très rapidement. Très, très, très rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est utile, mais il n'y a rien de magique au final à l'intérieur. Mais ce n'est pas suffisant pour certaines applications, un peu comme on a vu tout à l'heure en connectomie, il y a encore des problèmes qui ne sont pas capables de résoudre parce que l'ordinateur n'est pas encore assez rapide. Et même si on faisait un facteur 10 ou un facteur 100, ça resterait un ordinateur très lent versus la taille du problème à résoudre. Certains problèmes qui sont très difficiles à résoudre, en fait, sont quand on approche du monde du très petit. Par exemple, on pourrait s'installer ce qu'on appelle un réseau cristallin, ce qui est un peu la structure d'un métal. Par exemple, le fer, le cuivre, l'acier, c'est des réseaux d'atomes qui sont situés, on peut l'imaginer là, comme une échelle ou des blocs, que les atomes sont sur le sommet des blocs, donc une structure très rigide d'atomes. Donc ça, c'est un système très petit, il est très difficile à simuler, c'est un ordinateur actuel. Une autre chose, ça pourrait être une molécule, donc des sucres, des molécules organiques, n'importe quelle molécule qu'on peut imaginer. C'est encore plus compliqué si on en a 2 qui interagissent ensemble, qui peuvent se déplacer dans l'espace. On a besoin de prendre en considération la façon que la molécule est repliée parce que ça peut changer certaines propriétés. Puis même qu'il y a certaines molécules qu'on va changer, deux types de molécules ici, un oxygène pour un carbone, puis on a presque tout changé les propriétés de notre molécule. Bref, un autre système très difficile à comprendre puis à simuler sur nos ordinateurs, où on peut aller en plus grande échelle un peu, relativement parlant, puis s'intéresser par exemple à l'ADN. Une autre structure, une autre très grande molécule, difficile à simuler. Juste pour vous donner un exemple, si je prends le système ici qui est le plus simple parce qu'on immobilise les atomes, on les fixe sur les sommets de mon réseau, donc ils ne peuvent même pas bouger dans l'espace. C'est vraiment le système le plus simple parmi les 3 ici. Et je vais juste vous donner des ordres de grandeur. Donc si je voudrais simuler 1 milliseconde, donc 1 seconde divisée par 1000, 1 milliseconde du temps de vie de ce réseau cristallin-là, ici en bas, je vais avoir l'axe qui est la taille du système, donc le nombre d'atomes dans mon réseau. Et ici, le temps que ça me prendrait sur mon ordinateur personnel, à peu près. Donc ici, ça va ressembler à une courbe exponentielle comme ça qui monte très, très rapidement. Donc pour mettre des points dessus, si j'ai 10 atomes, ça va me prendre 1 seconde. C'est encore très facile. Si j'ai 20 atomes, on est déjà rendu à 30 minutes. Donc, on peut voir que ça explose très rapidement. Et 30 atomes, c'est presque rien dans l'univers. Vous êtes sûrement d'accord avec ça. 20 atomes, je veux dire, 30 atomes, ça va me prendre environ 1 journée de travail sur mon ordinateur à calcul à temps plein en utilisant toute ma puissance. Si je continue de monter puis je m'en vais à 40 atomes, on parle d'1 année de calcul. OK, puis on est seulement à 40 atomes. Là. Si je prends un petit morceau de fer qui traîne à terre, là, on parle de milliers de milliards d'atomes. Fait qu'on est très loin de taille intéressante. Si je continue de monter à 50 atomes, on parle de 3000 ans. Donc, pratiquement dire que c'est inaccessible. Et juste pour le fun, j'ai continué. Et à 80 atomes, c'est l'âge de l'univers. Okay? Donc, on parle de 14 milliards d'années que ça me prendrait sur mon ordinateur personnel pour simuler 1 milliseconde d'évolution pour 80 atomes qui ne peuvent même pas bouger dans l'espace. Ils peuvent simplement être alignés ou anti-alignés avec un champ magnétique. Donc, rien d'exceptionnel comme simulation. Ça me prendrait l'âge de l'univers pour en simuler 80. Donc, on peut voir que c'est des systèmes quantiques, en fait des systèmes très petits, sont très difficiles à simuler.
pour plusieurs raisons, plusieurs détails. Donc, on a un problème ici, on n'est pas capable de simuler des systèmes de particules quantiques. On est incapable avec nos ordinateurs de la façon qu'ils sont faits. Donc, il y a des gens qui se sont dit, pourquoi pas utiliser ces particules quantiques-là pour faire des ordinateurs. Peut-être qu'avec les nouveaux ordinateurs qu'on développerait en utilisant les électrons, les atomes et tout ça, on pourrait transformer le problème en une solution. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière. C'est exactement cette réflexion-là qui a débuté la recherche en informatique quantique dans les années 70-80. C'est exactement ça le raisonnement qu'on a eu. Donc, maintenant, au lieu de travailler avec des bits, on va travailler avec ce qu'on appelle des qubits. Donc, QU pour quantique, bit, c'est le même bit que tout à l'heure, donc un bit quantique. Et c'est à peu près pareil qu'un bit classique, sauf qu'on va utiliser des particules ou des systèmes quantiques pour les créer en laboratoire. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, que j'ai une boîte et je vais associer la valeur 0 à la boîte est vide, ou il n'y a rien dans la boîte. Donc, ça va être la valeur 0. Et la valeur 1, je vais l'associer à il y a un électron dans la boîte. Donc, la question que je réponds, c'est est-ce qu'il y a un électron dans la boîte? Oui, je mets un 1. Non, je mets un 0. Encore une question avec deux choix de réponse, mais j'ai utilisé un électron pour la représenter par son absence ou sa présence. Maintenant qu'on utilise l'électron pour répondre à notre question, on a accès à des nouvelles ressources pour faire les calculs. Une de ces nouvelles ressources-là, c'est ce qu'on appelle la superposition. Si vous connaissez l'expérience du chat de Schrödinger, vous avez déjà entendu parler de ça. Mais grosso modo, qu'est-ce que c'est la superposition? Ça dit que mon système, ou mon électron, il peut être à la fois à l'extérieur de la boîte, ne pas être dans la boîte, et dans la boîte en même temps. Donc, tous les fondements de cette application-là, je ne les connais même pas, puis c'est un sujet de recherche actif, les fondements de la mécanique quantique. Mais l'important à comprendre, on sait juste comment ça fonctionne, et comment ça fonctionne, c'est que l'électron est à la fois à l'extérieur et dans la boîte en même temps. Donc, la boîte est à la fois vide et pleine en même temps. C'est une nouvelle ressource qu'on peut utiliser pour traiter l'information, pour faire nos calculs. Et une deuxième ressource qu'on a le droit d'utiliser maintenant, qui est propre au système quantique, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Qu'est-ce que ça veut dire l'intrication? C'est que si je mets deux boîtes une à côté de l'autre, je peux arranger mon système pour que les deux boîtes soient vides en même temps et les deux boîtes soient pleines en même temps, mais que ce soit impossible d'en mesurer une pleine et une vide. Donc, soit ils vont être les deux vides ou les deux pleines. Donc, je les ai comme reliés l'une à l'autre, je les ai corrélés, si on veut, d'une certaine façon, mais les deux états existent toujours encore en même temps. Ça, c'est deux affaires qu'on ne peut pas faire avec le bit classique. C'est deux nouvelles opérations que je n'ai pas le droit d'utiliser, mais même avec ces deux nouvelles opérations-là, quand je vais faire une mesure de mon système, je vais simplement pouvoir, lorsque je vais observer la boîte, autrement dit, lorsque je vais l'ouvrir, l'électron il va être absent ou présent. Il sera pas dans une... Moi, quand je vais l'observer, toute cette nouvelle ressource que je pouvais utiliser de superposition et d'intrication disparaît et j'observe soit l'électron à l'extérieur ou à l'intérieur de la boîte, mais pas les deux en même temps. De toute façon, mon cerveau ne pourrait pas observer une chose en deux endroits en même temps. Mais bref, tout ça tombe lorsqu'on mesure. Ce qui nous amène un peu, et il y a toujours seulement deux choix de réponse lorsqu'on mesure, mais c'est vraiment avant de mesurer, on a des nouvelles ressources pour créer notre système avant de poser nos questions. Donc, un ordinateur quantique, ça ressemble à quoi schématiquement? On va encore une fois mettre le même entrée, donc une séquence de nombres de réponses comme entrée à mon système. Maintenant, on a une boîte magique, boîte noire quantique qui fait certaines opérations, de la superposition, de l'intrication et d'autres opérations classiques, comme les mêmes opérations que tout à l'heure. Et on va avoir à la fin nos boîtes avec peut-être oui ou non un électron ou des superpositions, des intrications, bref, un état quantique d'électrons de boîtes avec possiblement des électrons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir chacune de mes boîtes une par une, les mesurer et avoir une nouvelle séquence de nombres qui me dit qu'il n'y avait pas d'électrons dans la première boîte, il y en avait un dans la deuxième, il n'y en avait pas dans les suivantes et un dans la dernière boîte. Donc, au final, si on imagine ce gros bloc-là ici,
On a exactement la même affaire qu'un système classique, une entrée avec des nombres binaires, une sortie avec des nombres binaires, mais c'est vraiment à l'intérieur, on a des nouvelles ressources pour travailler cette information-là. On peut poser nos questions différemment, mais il y a toujours seulement 2 choix de réponse par question que je pose. Est-ce que l'électron est présent ou absent de la boîte? Donc, qu'est-ce que c'est un ordinateur dans lequel on rajoute, qu'on construit avec des systèmes quantiques? En fait, c'est une machine programmable, donc ça ressemble à ce que je disais tout à l'heure, avec de nouvelles ressources et limitations qui répond à des questions à 2 choix de réponse. Est-ce que ça le fait rapidement? On ne le sait même pas encore, mais on sait qu'on peut poser des nouvelles formes de questions qui peuvent simplifier certains problèmes. Malheureusement, je ne peux pas vous faire de courbe comme tout à l'heure parce qu'on n'a pas encore réussi à en construire un. Il n'y en a pas encore d'assez grand pour que je puisse vous parler des problèmes comme tout à l'heure. Mais si vous voulez savoir un peu où on est rendu dans le développement de l'ordinateur quantique, présentement, on a des systèmes, les plus gros qui existent, qui ont 50 à 100 qubits. Donc 50 à 100 boîtes dans mon laboratoire avec la présence ou l'absence d'un électron. La qualité de ces boîtes-là est très moyenne. C'est très possible qu'il y ait 2 électrons dans la même boîte ou que je pensais qu'il y en avait un, mais il n'y en avait plus parce que j'ai manqué mon opération. L'électron est simplement quitté le système et je n'ai plus le contrôle dessus, donc il ne pourra jamais revenir. Bref, on a encore beaucoup de difficultés à contrôler nos systèmes quantiques. Donc, on n'a pas encore la qualité comme un bit qui fait. Un bit, ça fait pratiquement jamais d'erreur. La plus grande erreur qui peut arriver sur un bit, c'est qu'un rayon part du soleil et par accident frapper un électron de votre ordinateur classique et virer la valeur d'un bit. Bref, c'est la cause d'erreur la plus probable sur votre ordinateur. C'est presque impossible que ça arrive. Versus un ordinateur quantique, qui a des erreurs, il y en a tout le temps, Donc, la qualité des bits présentement est très moyenne, mais on travaille avec des techniques pour améliorer ça. Mais quand même, en utilisant peu de qubits de qualité moyenne, on espère dans peut-être cette année ou l'année prochaine, bref, à court terme, voir les premiers calculs sur des ordinateurs quantiques qui seraient trop longs à faire sur des ordinateurs classiques. Donc, il y a des articles qui ont sorti dernièrement, vous avez peut-être vu ça, la suprématie quantique. Je ne sais pas si vous avez vu ça avec Google, qui ont sorti ça dernièrement, mais ça serait les premiers calculs qui seraient plus rapides sur un ordinateur quantique qu'un ordinateur classique. Donc, c'est à peu près là qu'on est rendu dans le domaine. Donc, en résumé, ce que vous avez retenu de ma présentation, un bit, c'est l'incertitude lorsqu'on a une question à 2 choix de réponse. Puis quand on va dans le monde quantique avec un qubit, c'est simplement l'incertitude d'une question à 2 choix de réponse, mais j'utilise un système quantique avant de poser ma question, donc pour représenter l'information. Et cela permet de résoudre certains problèmes plus rapidement, mais il y a quand même des problèmes qui vont rester plus efficaces sur l'ordinateur classique. Ce n'est pas tous les problèmes qui sont plus rapides sur l'ordinateur quantique, c'est certains problèmes qui pourraient être plus rapides. Parce qu'il y a des nouvelles ressources, mais aussi des nouvelles limitations. Donc, merci beaucoup. Ouais. Est-ce que tu crois que le développement des ordinateurs quantiques va être à une vitesse autant exponentielle que le temps de calcul des ordinateurs classiques? Il y a une loi classique qui dit qu'à toutes les années ou 18 mois, on double la taille des ordinateurs classiques. Donc, on double leur performance à peu près à toutes les 1 an et demi, 2 ans. On ne voit pas encore cette même loi-là dans le quantique, malheureusement. Il y a quelques défis de petite taille. Vraiment, avoir un qubit, c'est facile. En avoir 10 millions, c'est facile s'ils ne peuvent pas parler ensemble. Donc, avoir plusieurs systèmes quantiques isolés l'un de l'autre, on n'a pas de problème à le faire. C'est vraiment essayer de les faire parler ensemble qui est la difficulté présentement. Donc, peut-être que lorsqu'on va avoir résolu le problème de la communication entre les systèmes quantiques, peut-être que là, on va avoir la taille des ordinateurs va augmenter rapidement. Mais, grosso modo, à toutes les fois que tu rajoutes un qubit, tu doubles la puissance de ton ordinateur. Fait que c'est le même qu'il faut le voir. Donc, 100 qubits, ça n'a pas l'air beaucoup, mais si je rajoute à 101, je viens de doubler la puissance, 102, j'ai encore doublé. Donc, oui, ça monte très rapidement, mais les défis techniques montent aussi très rapidement. Ouais. Je peux demander les chiffres qu'ils annoncent Google avec leur ordinateur. C'est un prix ou c'est vraiment vrai? Je ne suis pas un expert de ce genre de calcul-là, pour vrai. Je te dirais que c'est plausible. C'est très plausible, au meilleur de mes connaissances, qu'ils commencent à avoir des calculs qui ont vraiment réellement plus rapides avec l'ordinateur quantique que classique. Parce que là, je ne sais pas quel type de calcul ils
disais, mais c'est pour ça qu'il fait un calcul en 3-4 minutes. Versus, ça prendra peut-être 10 000 ans si tu calcules le temps. Ben, pour vrai, c'est des nombres plausibles. Je ne les ai pas validés, j'ai pas lu l'article en détail, j'ai pas fait les maths, mais c'est plausible. Ça me semble pas irréaliste. Tu sais, comme on a vu tout à l'heure, tu peux faire un peu le lien. Quand je disais 80 atomes dans mon système, ça me prenait l'âge de l'univers. Mais tu sais, 80 atomes, c'est comme 80 qubits. Là. Fait que quand j'ai de l'ordre d'une centaine de qubits, je peux avoir accès à des calculs qui me prendraient normalement plusieurs milliers, millions, milliards d'années. Avec seulement 50 à 100 qubits. Là. Oui. Je ne sais pas si ça va être dans la réponse, mais quand tu dis que les qubits, c'est comme tu sais que tu allais aller prendre une autre matière, dans le fond. Ouais. En fait, c'est. Ben, l'exemple que j'ai donné, avec les gens, ils font ça pour vrai dans le laboratoire. Là. Ils sont capables d'isoler les systèmes. Autrement dit, ils baissent la température très, très froide. Donc, on parle à presque le zéro absolu, donc moins 273 degrés Celsius. Okay. Donc, à cette température-là, qui est pratiquement le plus froid qu'on ne peut pas aller, tu peux bien contrôler tes systèmes. Tu es capable d'isoler un électron ou deux à la fois. Puis, c'est vraiment... Bien contrôler les systèmes, c'est comme Ben non, c'est vraiment les atomes. Ils vont un électron, là. Fait que vraiment un électron à la fois. Pour aller chercher juste un électron pour descendre la température. Ouais. Fait que là, vraiment, tu peux imaginer, dans ta boîte, il n'y a rien, là. C'est le vide absolu. C'est vraiment, on prend une pompe, on enlève toute l'air. Ils prennent certains gaz qui sont capables de faire un certain système. Puis, dans une petite zone, là, puis là, c'est pas une grosse boîte de même. Là, on parle d'un électron, là. Un électron, c'est très petit. Fait que la boîte pour contenir mon électron est aussi très petite, mais ils sont capables de créer ce genre de système-là, puis espérer avoir un seul électron ou zéro électron, puis de contrôler le flux, puis tout ça. Bon, c'est pas encore parfait, il y a beaucoup de défis techniques, mais ce serait une façon de le faire. Ouais. Je ne connais pas tellement en quantique, mais j'avais cru comprendre que aussitôt qu'on essaie de mesurer quelque chose, ça change le système. Oui, exactement. Donc, avant de faire la mesure, l'électron, il peut être à la fois dans la boîte et non dans la boîte. Mais quand je vais le mesurer, je vais vraiment en mesurer un des deux. Fait que c'est vraiment ça qui va arriver. Là. Puis, il y a comme une chance sur deux, par exemple, que je le mesure dans la boîte, puis une chance sur deux que je le mesure à l'extérieur de la boîte. Mais il existe dans les deux états avant. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, ça me dépasse. Là, mais... Ce que je ne comprends pas, c'est comment cet effet-là peut te donner une réponse exacte, vu qu'il y a comme un effet à la... Ben, imagine que j'ai une chance sur 1000 de mesurer la bonne chose, ou une chance sur 10, parce qu'il y a plusieurs possibilités de réponse. Bien, si j'ai une chance sur 10, puis je refais le calcul 100 fois, ben, je devrais trouver la bonne réponse parmi les calculs. Puis souvent, on traite des problèmes que c'est dur de trouver la réponse, mais si je te donne la réponse, c'est facile de la vérifier. Par exemple, si je te donne un numéro de téléphone puis je te demande de trouver le nom associé, ben c'est long, il faut que tu regardes tous les numéros un par un. Mais si je te fais le contraire, je te dis ce nom-là est associé à tel numéro, ben là c'est facile, tu peux aller dans l'ordre alphabétique, trouver le nom. Fait que c'est très rapide. Fait qu'on peut imaginer faire ça. Tu essayes une dizaine, 20 fois ton système, tu le roules 20 fois, puis là-dedans tu vas avoir trouvé la bonne réponse. Puis là, tu l'essayes. Puis même s'il faut que tu le fasses 20 fois 5 minutes, c'est beaucoup moins long que l'âge de l'univers. Là, même 1000 fois 5 minutes, là, c'est pas exagéré. Là. Oui? Qu'est-ce que tu as dit? IBM, Yon? Oui. La façon il y a quand même, c'est un peu moitié-moitié, donc il y a la culture de publier les résultats après les avoir brevetés, mettons. Donc, ils vont faire du développement, ils vont le breveter, puis ensuite, ils vont publier les résultats, puis ils vont dire c'est comme ça qu'on a fait, mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est notre propriété intellectuelle à nous. Mais tu peux t'en inspirer après ça pour construire, mais les compagnies, au final, ils prennent souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les meilleures idées des universités, puis ils vont essayer de les mettre ensemble pour faire un système qui fonctionne, alors que dans les universités, ils vont plus s'intéresser à dire, ben nous, on va pousser cette affaire-là à telle limite, on va améliorer la qualité de 1 qubit, on va améliorer la connexion entre 2 qubits, donc des questions plus fondamentales, alors que les compagnies, ils se disent, ben nous, notre but, c'est d'avoir du financement, puis pour avoir fait du financement, il faut arriver le plus vite possible au point où on peut faire des applications.
Donc, c'est un peu la façon qu'ils procèdent. Mais tu peux toi-même aller sur le site d'IBM, puis te connecter sur l'ordinateur quantique, puis rouler un calcul si tu veux. Là, il y a une plateforme en ligne sur le cloud que tu peux utiliser, puis là, il y a une file d'attente, là, puis tu envoies ton calcul, tu es dans la file d'attente, puis peut-être 2 jours plus tard, il est passé, puis tu peux avoir ta réponse. Là. D'autres questions? Oui. Dans le fond, l'ordinateur quantique, c'est juste pour faire calculer pour simuler des systèmes qui sont eux-mêmes quantiques, là, des atomes puis des molécules, etc. En fait, c'est mettons une application une réponse que l'ordinateur quantique pourrait te donner que genre l'ordinateur normal pourrait te donner. OK. Comme la simulation des molécules, ça a beaucoup d'applications, notamment en pharmacologie. C'est vraiment difficile de simuler l'effet de médicaments ou d'interactions, par exemple, dans les pesticides aussi. Donc, l'évolution de ces molécules-là, c'est très difficile à simuler. Comme je disais, avec les mêmes ordres de grandeur que tout à l'heure, sinon pire, parce que c'est des beaucoup plus gros systèmes, beaucoup plus complexes. Donc, c'est le genre d'applications qu'on peut faire. Et en même temps, il y a d'autres applications qui sont sorties de ça, moins molécules, moins quantiques. Par exemple, des problèmes d'optimisation. Donc, trouver la meilleure solution à un problème avec des contraintes. Par exemple, trouver le meilleur chemin pour partir de Montréal puis aller à Dubaï, comme on prenait tantôt avec les aéroports. Trouver le chemin qui te prendrait le moins d'argent. Présentement, on a des algorithmes approximatifs qui vont dire « je vais te trouver un bon chemin », mais il y a des gens qui disent qu'avec l'ordinateur quantique, on pourrait trouver à coup sûr le meilleur chemin. Bon, pour les prix d'aéroport, c'est pas si pertinent, mais dans certaines applications, ça fait des différences significatives.